Hey hey hey! En termes de série qui a marqué la pop culture, je ne pouvais pas ne pas parler de Malcolm. Yes, no, maybe, I don't know. Ce bijou télévisuel humoristique qui a su conquérir de nombreux terriens, devenant l'une des séries les plus populaires de son temps. Pendant 7 saisons, Malcolm, Lois, Al, Reese, Dewey et Francis ont su nous faire rire et nous attendrir. Qui n'a jamais chanté Poupi, poupi, poupili-pou? Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Qui n'a jamais re-binge-watché la série? Qui n'a jamais rigolé au pré-générique? Et surtout, qui n'a jamais chanté à gorge déployée le générique? Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Si c'est ton cas et que tu as fait toutes ces choses, on est ensemble. Sinon, what the fuck, franchement, tu rates là. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la création, les coulisses et les secrets de la série Phénomène, supplément une panoplie de fun facts dispersés tout au long de la vidéo. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est offert par la maison. Je vais aussi te dire ce que sont devenus tous les acteurs principaux. Et on va répondre aux questions suivantes. Est-ce que Frankie Muniz est vraiment amnésique et ne se souvient réellement pas d'avoir joué Malcolm? You know, it's funny because I don't really remember what I was doing then. You know what I mean? Et pourquoi celui qui joue Dewey Eric Sullivan n'était pas présent lors des retrouvailles? Écoute, si tu veux toutes les réponses à ces questions et bien plus, tu es au bon endroit. Je suis Tendo et bienvenue dans mon monde et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Déjà, d'où vient cette série et qui est son créateur? Tout part d'un seul homme, Linwood Boomer. Oui, l'une des séries les plus emblématiques des millennials a été créée par un homme du nom de Boomer. Marrant. Linwood est un acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière d'acteur à Hollywood en 1978 dans la série culte La Petite Maison dans la Prairie. Alors âgé de 22 ans, il campe le rôle d'Adam Kendall, le mari de Mary Ingalls. Puis il a commencé à travailler derrière la caméra en tant que scénariste pour les séries telles que Troisième planète après le soleil, Dieu, le diable et Bob ou même Tribunal de nuit. Pour faire passer le temps et divertir ses collègues, il aimait bien raconter sa life. Il a grandi dans une famille modeste de 4 garçons et lui était l'avant-dernier de la fratrie. Il grandit avec une mère stricte et il a été placé dans une classe spéciale d'apprentissage intensif. Il disait au principal qu'il était stupide, sa mère faisait le linge pratiquement les lolos à l'air et son père se rasait dans la cuisine avant le petit-déj. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Quand il raconte tout ça, tout le monde est pendu à ses lèvres et carrément tout le monde lui dit d'en faire une série. Car il y a de quoi faire. Alors que lui, il ne pensait pas qu'il y avait un quelconque potentiel parce qu'il ne pensait pas que sa famille était si drôle. Du coup, il rejeta en bloc l'idée. Cependant, l'idée mûrit. Et ce pendant 15 ans, avant qu'il ose enfin faire quelque chose. Un jour, il se décide enfin d'écrire un pilote d'une sitcom parlant de l'enfance d'un génie de 9 ans vivant dans une famille atypique, issue du bas fond de la classe moyenne. Et pour ce faire, il va renta toutes ses anecdotes familiales. Le truc, c'est que son idée est simple et pourtant extrêmement originale pour l'époque. C'est carrément un ovni dans le paysage télévisuel des années fin 90, qui était rempli de sitcoms familiales avec des personnes issues de la classe moyenne haute voire riche. En fait, il y en avait tellement que le marché était devenu saturé. C'était la fin de la golden era de ce genre de sitcom, qui avait fait son temps. Et quel temps! Ce fut une belle époque, mais il est temps de move on. Je crois que la seule série qui dépeignait une famille issue de la classe ouvrière, c'était Roseanne. Pour Linwood, pas question de copier Friends ou Seinfeld, c'est-à-dire les mastodontes des sitcoms. Il veut aller à contre-courant de tout ça. Il présente alors son pilote à plusieurs chaînes dont CBS, ABC ou NBC. Mais comme c'était un projet si unique, si nouveau, beaucoup de studios pensaient que son machin là allait flop. Et pensaient aussi que le public ne voulait pas voir quelque chose de si réel. Donc, ils refusèrent tous. Il frappe alors à la porte de Fox et c'est là où la chance lui sourit. Mais t'as pas idée à quel point elle lui montre toutes ses gencives. Le miracle dans cette histoire, c'est qu'il tombe sur le président de la chaîne fraîchement arrivé à la Fox. Un débutant dans le milieu, mais qui a adoré son script et lui donne ainsi le feu vert. Il est fan de son idée originale et remplie de fraîcheur. La chaîne fait une projection test avec 12 personnes payées $50 chacune pour regarder le pilote. Résultat, c'est
pas trop ça. Hein. À vrai dire, c'est même une cata. La madre est considérée comme une mauvaise mère et le père trop distant. Le président de la Fox croit tellement au projet qu'il s'en carre les miches de leur avis et prend tout de même le risque de la diffuser. Aujourd'hui, voire même jamais, aucun président n'aurait fait ça. Vraiment aucun, surtout au vu des résultats du test. Lui, il donna carte blanche à Linwood. Car comme je te le disais, tout nouveau à son poste, il ne savait pas comment ça se passait réellement. Mais qu'est-ce qu'il a bien fait? Ça tombe bien car la chaîne avait besoin de quelque chose de frais. Il y avait certes les Simpsons et X-Files, mais cette nouvelle série semblait répondre à tout point à leurs problématiques. Et quel sera le nom? Malcolm in the Middle. Ou Malcolm au milieu. En fait, c'est un jeu de mots en anglais. In the middle peut désigner le milieu. La position de Malcolm, le héros de la série, dans sa famille. Et à la fois, ça peut désigner le milieu social de Malcolm et sa famille, parce que en anglais, la classe moyenne se dit middle class. En France, la série s'appellera brièvement Malcolm, car pas le temps pour des jeux de mots, I guess. Et la série raconte la vie d'un petit génie malgré lui, Malcolm, qui vit dans une famille hors du commun. Le jeune surdoué n'hésite pas à se servir de son intelligence pour faire les 400 coups avec ses frères. Et leurs parents tentent tant bien que mal de canaliser l'énergie de ces petits démons. Et ils ont mis beaucoup d'espoir dans cette nouvelle série humoristique avec une famille non pas parfaite, mais réaliste. Ils mettent l'étal et envoient un budget colossal pour le marketing. Pour sa première, ils diffusent la série entre les Simpsons et X-Files, histoire de ramener le plus de gens possible. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat a dépassé toutes les attentes. Mais avant de te parler du succès monstre de la série, abonne-toi, like, boost, partage, commente et montre-moi que t'es là, ma vie. Bref, parlons du casting de rêve qu'ils nous ont pondu là. Commençons par le personnage principal, Malcolm, qui est l'acteur derrière les traits du petit génie. Il s'appelle Frankie Muniz et il est devenu acteur un peu par hasard. En fait, c'était d'abord le rêve de sa grande sœur. Cette dernière lui proposa des auditions pour une pièce de théâtre et il a été pris. Et pendant une représentation, bam, dans l'audience, il y a un agent qui le veut et le signe de suite. De là, il tourne dans V'là les pubs et joue dans To Dance with Olivia et Mon chien Skip. Et il a également joué dans Spin City. À 13 ans, il auditionne pour le rôle d'un certain Malcolm. Cependant, ce n'était pas gagné. Le petit n'était pas chaud pour y aller, car de 1, le rôle était pour un enfant de 8-9 ans, donc il s'était dit que c'était mort d'avance, et parce que l'audition coïncidait avec le tournage d'une pub pour Pizza Hut. Et il était beaucoup plus focus sur Pizza Hut que sur ce nouveau projet inconnu au bataillon. Il prépare en vite fait son audition et survole son scénar. Néanmoins, il a tellement été impressionnant qu'ils ont tout fait pour qu'il ait le rôle, dont modifier l'âge de Malcolm, afin de s'adapter à lui. Malcolm, c'est un petit génie avec un QI de 165 et une mémoire photographique, qui est tout le temps en colère et frustré et pense que tout le monde est contre lui. Well, Malcolm he's a genius kid. He's in the middle of his family. Well, middle child, I guess. And he's sort of like an angry kid in a way. Même après avoir tourné le pilote, Frankie ne pensait pas que cette série allait devenir un immense succès. Il y croyait pas de ouf, et pourtant, Justin Berfield, celui qui incarne Reese, a commencé sa carrière d'acteur en jouant dans des pubs à l'âge de 5 ans. Au total, pendant son enfance, il a joué dans plus d'une vingtaine de pubs. À cause ou grâce à ça, il a été surnommé The Commercial Kid ou l'enfant de la pub. Avant de jouer Reese, a.k.a. l'enfant terrible, a.k.a. le grand frère de Malcolm, a.k.a. le second de la famille, a.k.a. le débile de service, a.k.a. le bully. I'm the oldest kid in the house, so I do take advantage of that, so I can beat up my younger brothers. Il a auditionné pour le rôle d'Anakin dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Bon, pas besoin de te dire comment tout ça a fini. Il a joué dans The Kid with Extra Eyes, Invisible Mom 2 et Mom Can I Keep Her. Au milieu des années 2000, Justin est devenu le plus jeune acteur de l'histoire à avoir joué dans au moins 100 épisodes de 2 séries. L'une était bien évidemment Malcolm, et l'autre est la sitcom Unhappily Ever After, dans laquelle il a joué de 95 à 99. Et petit fun fact, ce dernier joue le grand frère de Malcolm, alors qu'en réalité, il est plus jeune que Frankie Muniz, de quelques mois certes, mais quand même. Pour le rôle de Francis, qui est l'aîné de la famille, qui possède un complexe de victime envers sa mère en pensant qu'elle est là simplement pour le punir et le nuire, et que
tout est de sa faute, alors que bon, il fait quand même de la D. Francis is mischievous, he's deviant, and the nice thing is that in his eyes, he's just doing what's right. Eh bien, Aaron Paul a passé les auditions, mais il n'a pas été retenu. Celui qui fut sélectionné, c'est l'acteur Christopher Masterson, c'est-à-dire le petit frère de Danny Masterson, ou plutôt l'horrible criminel Danny Masterson. Si tu sais de qui je parle, tu sais que le terme horrible n'est pas assez fort pour le décrire. En fait, la famille Masterson est une famille d'acteurs. Ses autres frères et sœurs sont également acteurs. Avant Malcolm, Christopher a débuté sa carrière dans l'industrie à 8 ans. Il a joué dans Cœur de Dragon, Un Nouveau Départ, Le Mariage de mon meilleur ami, Dr. Queen ou même American History X. Le rôle de Francis est assez particulier. Il est envoyé à l'école militaire, puis on le suit jusqu'en Alaska, puis on suit ses aventures avec sa femme Kama et Otto. Ainsi, il a toujours une storyline séparée des autres. Mais pourquoi ? Car il est là pour faire diversion. Son véritable rôle, c'était de combler les heures de tournage des enfants, car Christopher Masterson était adulte et n'avait pas de restrictions, contrairement aux enfants, qui, eux, ne pouvaient tourner que quelques heures par jour seulement. Donc, fallait rentrer le temps de tournage et trouver des trucs et astuces pour combler tout ça, qui donne la storyline de Francis. Quant à l'interprète de Dewey, le petit dernier, naïf, bizarre et mignon, c'est Eric Pursullivan qui obtiendra le rôle. Son premier grand rôle lui a été confié en 1999 dans l'œuvre de Dieu, La part du diable, et il a joué dans le pilote de Wonderland, une série médicale éphémère diffusée sur ABC, et Armageddon, avant de décrocher le rôle de Dewey. Well, the name of the character is Dewey, and well, he's really funny because he does a lot of weird stuff, but I like it. Au départ, Linwood avait beaucoup de mal à trouver sa Lois, la matriarche de la famille. Il fallait quelqu'un de drôle et d'autoritaire tout en étant réaliste. Un sacré défi. Son choix se porte sur une certaine Jen Kaczmarek de descendance polonaise, qui a d'abord étudié pour devenir professeure à l'université du Wisconsin et même partie à Yale. C'est elle qui retient l'attention et pourtant, elle n'a joué que des petits rôles sérieux auparavant, dont Hôpital Saint-Elsewhere, Frasier, Sibyl, The Paper Chase ou même Without Warning. Lois, c'est la mère de famille bosseuse qui règne sans partage sur sa tribu de marmots, Marie inclus. Lois is very hands-on and she's loud and you know exactly where you stand with her, which is refreshing. She doesn't wait to find what she wants to say, she just says it. Et franchement, Lois n'est quelle femme. C'était la seule femme de la famille et elle les tenait d'une main de maître, alors qu'elle devait gérer énormément. Lois, ma reine au final. Après avoir obtenu le rôle, Kaczmarek attribuera à la série le mérite d'avoir fait ressortir son côté comique. Car avant ça, elle ne décrochait jamais de rôle drôle. Pour le rôle du père de famille et le mari de Lois, ou plutôt son plus grand fan, Al, le choix s'est porté sur Bryan Cranston. Né à Hollywood, sa mère est une actrice radio et son père est un acteur en difficulté qui a abandonné sa famille pour son rêve de fame quand Bryan avait seulement 11 ans. Ils ont renoué les liens bien des années plus tard. À l'origine, il voulait devenir officier de police. Mais à 19 ans, il a pris un cours de théâtre et sa vie a changé à partir de ce jour-là. Et pourtant, il avait déjà fait du théâtre auparavant, mais c'est ce cours en particulier qui l'a fait changer d'avis. Et quand Bryan a décidé de devenir acteur, il n'a pas pourchassé la fame, mais le talent. Je pense qu'il est surtout traumatisé par son père. Il a d'abord commencé par faire des pubs, puis il est passé par la case petit rôle à la télé. Loving ou même Mighty Morphin Power Rangers entre autres. Puis, il a été dentiste dans l'une des sitcoms les plus populaires du XXe siècle, Seinfeld. Ensuite, il a commencé à avoir un pied au ciné en jouant dans Il faut sauver le soldat Ryan. À 44 ans, il commence à se faire un nom, mais c'était que le début pour lui. Sans préparation, Bryan a été appelé un jour avant le tournage de Malcolm. Pour auditionner pour le rôle de Hal, il devait simplement jouer un savant fou. À l'origine, dans le pilote, Hal était complètement effacé et relayé au second plan. Mais Bryan a tellement foudroyé l'audition qu'ils ont décidé de réécrire le rôle afin qu'il ait plus de place afin de mieux compléter Lois. Cette dernière étant une mère sans peur, lui sera tout l'inverse. La peur, il n'a que ça. Hal, c'est l'homme-enfant par excellence. Hypersensible, complètement fou amoureux de sa femme et complètement fou tout court. Hal wants to be a wild man. He yearns to be a wild man.
He wants to have a hog in his driveway and, you know, have a tattoo that says, just that, that's all. Et que dire à part, Bryan Cranston fut le choix parfait. Il a su emmener Hal avec brio au panthéon des persos les plus appréciés et les plus drôles du petit écran. Maintenant qu'on a trouvé notre Malcolm, Reese, Dewey, Francis, Lois et Hal, il nous manque un truc à cette famille. Un nom de famille. Wilkerson était le nom de famille initialement prévu lors de l'écriture de la série. Une scène écrite mais jamais tournée révèle que c'est le cas, et c'est la suivante. Malcolm marche dans la rue et se fait accoster par un copain à lui, un voisin. Malcolm, j'étais avec mes parents, je les écoutais parler. Et c'est quoi en fait ton nom de famille? Wilkerson, pourquoi? Oh, mais alors, qui sont les parieurs? De plus, il était même inscrit sur le badge de Francis dans le pilote, mais les auteurs ont choisi de ne plus mentionner ce nom, afin de dépeindre une famille américaine ordinaire sans faire référence à une lignée ou à une origine ethnique. Alors que bon, la daronne ne vient pas clairement d'un pays de l'Europe de l'Est. Un peu contradictoire cette histoire, mais passons parce que j'ai capté ce qu'ils ont voulu faire. Au fil du temps, le nom de famille est devenu un mystère, voire même une inside joke. Dès qu'il est question du nom de famille, soit il y a un bug dans la matrice. Maintenant, nous allons entendre notre major de promotion, Malcolm. Soit c'est écrit no last name, pas de nom de famille. Et c'est pareil pour la ville, on ne sait pas où ils habitent exactement. Comme pour les Simpsons, qui ne précisent jamais où est Springfield. Je sais pas qui les appelle les Wilkerson, c'est certainement pas moi. Perso, j'aime trop la blague qui ne possède pas de nom de famille, donc je suis le mouvement. Le 9 janvier 2000, le premier épisode est diffusé au pays des Cowboys et réunit plus de 22 millions de téléspectateurs. Le succès est immédiat. La série débarque en France sur M6 le 24 décembre 2001 et plus de 8 millions de Frenchies ont vu le premier épisode. Mais pourquoi ? Quelle fut la recette magique d'un tel succès? La réponse réside dans son originalité et sa prise de risque. Car il faut dire que la série était révolutionnaire pour son époque. Le protagoniste brise le 4e mur pour une sitcom, c'est d'une rareté sans nom pour l'époque. Moi, je m'appelle Malcolm. Vous savez ce qu'il y a de mieux finalement dans l'enfance, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Le fait que Malcolm nous parle directement, c'est comme si on faisait partie de la famille. Alors que je pense qu'il parle à son fort intérieur, du coup, ça fait une pierre deux coups. Well, the camera to Malcolm is really his only friend. It's someone that he can confide in and talk to. Et puis, il n'y a pas d'audience ni de rire préenregistré. Et ça, c'était un truc de fou. Car c'était l'une des seules sitcoms, si ce n'est la seule sitcom comique, à ne pas l'utiliser, et ainsi la cadence est devenue beaucoup plus dynamique. Même si je ne suis pas fan du rire préenregistré, je comprends son utilité. Parce que c'est pas forcément une mauvaise chose, certaines séries devaient prendre le temps de poser pour laisser les rires s'installer. Mais vu que Malcolm est censé être réaliste, dans la vraie vie, il n'y a pas le temps de rigoler. À la réalisation, c'est Todd Holland et pour filmer, il utilise une seule caméra. Une technique connue et reconnue au cinéma, mais pas dans le monde de la télé. Aucune sitcom ne faisait ça. Avec une caméra, t'as la possibilité de plus bouger et de donner l'impression de ne pas être dans un plateau de tournage statique où tu vois que les mêmes murs. Quand on visualise la maison de Malcolm, on peut tout visualiser. Tu peux pas faire ça pour les autres sitcoms à l'ancienne. Genre Friends, tu pouvais pas tout visualiser. C'est pourquoi, avec ces techniques, ils ont su toucher un niveau de réalisme encore jamais atteint. Le chaos de la famille semble plus cru de cette manière. Et l'écriture est juste impeccable, tout est parfaitement à sa place pour dépeindre un portrait sincère d'une famille vivant dans la classe moyenne basse américaine. À ce stade, je peux carrément parler de chef-d'œuvre. Oui, je peux. Enfin, une famille pauvre qui ne capitalise pas sur les clichés, mais qui a un humour qui se repose sur la misère de ses personnages, et ceci de manière intelligente. Ça a permis plus tard d'ouvrir des portes à d'autres séries génialissimes comme Tout le monde déteste Chris, The Middle ou même Shameless, qui sont tous des enfants directs de Malcolm. Et en parlant de Shameless, l'acteur qui joue Chad dans Malcolm, eh bien c'est Cameron Monaghan, celui qui jouera plus tard Ian Gallagher. Cette série est pour beaucoup un commentaire social à tout plein de niveaux, y compris sur le stress économique d'être pauvre en famille et grandir ainsi. Les parents qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, Al et sa vie de bureau boring as fuck, et Lois qui se tue au Lucky Head, le marché du coin. Ils sont toujours à deux doigts de tout perdre.
On ressent ce sentiment et pour les moins chanceux, on ne comprend que trop bien. Le fait qu'ils mangent vite est un symptôme du pauvre parce qu'ils pensent que la nourriture va disparaître. Ça, je reconnais. Leur voiture s'enclime, ce qui a pour conséquence que leur peau colle au cuir du siège. Se coiffer à l'école de coiffure pour payer beaucoup moins cher. Le coût du dentifrice et même si t'es aisé, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que qui n'a pas eu la flemme ou l'argent d'aller acheter du dentifrice? Entre nous, s'il vous plaît. Qui? Soyons honnêtes 2 minutes. La famille n'est pas dysfonctionnelle. Moi, je la vois pas comme ça. Mais je dirais plus qu'elle est atypique. Selon celle qui joue Loïs, elle dira « Je n'ai jamais pensé que cette famille était dysfonctionnelle. Ils dînaient ensemble tous les soirs et les enfants ne s'en tiraient jamais à bon compte. L'humour venait du fait qu'ils devaient faire preuve d'ingéniosité, car Loïs avait l'œil vif. Elle n'avait pas le temps de dorloter les enfants. » Et ouais, je suis plutôt d'accord avec elle. Les Gallagher, eux, ils sont dysfonctionnels. Ouais. La série savait parfaitement mêler humour et sujets sérieux. Elle ne prétendait pas non plus que faire ce qu'il faut soit toujours récompensé. Souvent, agir correctement n'apportait que des difficultés supplémentaires, mais cela restait tout de même la bonne chose à faire malgré tout. Alors que la série nous montre et prouve que la méritocratie n'est qu'une illusion, les institutions une grosse blague et le salariat un scam, le générique résume si bien la série car la vie est injuste. Surtout quand t'es pauvre, t'es jeté dans le jeu de la vie qui est truqué contre toi. Dans le premier épisode, Malcolm est placé dans la classe des surdoués, les têtes d'ampoule, où il garde toutes les bonnes choses qu'il ne gaspille pas pour les enfants normaux. Sympa. Et pourtant, c'est le cas dans la vraie vie, hein. Et là, par exemple, c'est une belle critique du système éducatif. Même si ça se veut réaliste, Malcolm reste absurde, irréel, satirique, rempli de caricatures et d'exagérations. Boomer et son équipe ont su trouver un magnifique équilibre et un juste milieu exemplaire. C'est tellement absurde que des fois, on dirait un dessin animé. Par exemple, prenons le cas de Hal, qui a des expressions faciales et une comédie corporelle tout droit sortie d'un cartoon. Il n'a pas besoin de parler, son corps dit tout tel un Mr Bean. Il est magnétique, Hal est un mème sur pattes. Et perso, je pense qu'un seul autre acteur de sa génération aurait pu faire le taf, et pour moi, c'est Jim Carrey. En fait, les deux là, Bryan Cranston et Jim Carrey, c'est tellement mes tontons et je les aime trop. Non, je vous le dis, c'est mes inspirations, j'ai grandi avec eux. Et le fait que je sois aussi expressive, bah ça vient d'eux et de ma mère. En fait, ma mère, c'est Jim Carrey, Bryan Cranston x2. Ouais, c'est pour ça que je suis aussi expressive et encore, je dose devant la caméra. Ouais, c'est encore pire en vrai. La fronterie rend fou les parents. Ce sont des démons sur pattes, surtout Francis qui est à l'autre bout. Et pourtant ce gars-là, il a inventé les bêtises, c'est pas possible. C'est les parents fous amoureux l'un de l'autre et jamais fâchés entre eux, vs les enfants terribles ou plus Loïs vs les enfants. Et cette famille a besoin d'une Loïs pour qu'elle fonctionne. Si elle avait baissé d'un cran sa sévérité, sa famille ne se serait pas relevée. Ils auraient dépassé les limites alors qu'elles ont pratiquement toutes été dépassées déjà, mais j'aurais pas aimé voir la gueule du pire. Et Loïs non plus. À l'ancienne, quand j'étais gamine, j'avoue, je voyais Loïs comme une ennemie. Mais j'ai grandi. Et aujourd'hui, je vois comme la reine qu'elle est. Et aujourd'hui, je veux juste montrer l'amour que j'éprouve pour cette grande dame. Je comprends Hal à 2000%. La première saison réussit à réunir 15 millions de téléspectateurs en moyenne et devient l'une des séries les plus vues de la Fox. En France aussi, la série est un carton. M6 et W9 nous la faisaient bouffer matin, midi, soir pendant des années. Et merci pour ça. Merci de l'avoir fait. Non, merci. Merci pour cet acharnement. Et surtout, big up aux doubleurs français. Franchement, merci pour le poulet. Malcolm fait partie des rares séries qui est un délice pour les oreilles, doublé en français. Après seulement 3 mois de pause entre la première et la deuxième saison, Frankie Muniz, maintenant âgé de 14-15 ans, avait mué et avait pris 20 cm. Afin de pallier à ça, il faut en sorte que chaque saison corresponde à une année, car il ne sera pas le seul à passer par là. Donc au fil des saisons, on les voit passer leur enfance et leur puberté, apportant son lot de galères et de nouvelles problématiques. Les scénaristes ne pouvaient pas garder Dewey mignon à tout jamais. Par conséquent, il est devenu intelligent, drôle, perspicace et émotionnellement mature tout en étant un génie de la musique. Le piano, c'est son domaine, que ce soit à l'écran que dans la vraie vie. Car oui, c'est vraiment l'acteur Eric Pursullivan qui jouait du piano. Il broie le piano comme Noah Gracabey qui joue Franklin dans Ma famille d'abord.
et le petit gère aussi le saxophone. Dewey a appris des erreurs de ses frères et les surpasse dans tous les domaines. Même en tant que grand frère, faut voir comment il agit avec Jamie quand c'était son anniversaire. Dans la liste des persos favoris, le petit Dewey est souvent top 1 avec Al. Par ailleurs, il y avait une certaine symbiose entre les membres du cast. Il y avait une très bonne ambiance sur le tournage. De surcroît, ils se voyaient à l'extérieur. Un lien fort s'est créé entre eux. Pour Frankie, il les considère comme une deuxième famille, car il les voyait plus que sa famille. Et Brian, qui est leur père à l'écran, se voyait comme leur deuxième père dans la vie. Depuis l'achèvement de la série, il a comme habitude d'appeler toutes les 2 semaines Frankie pour prendre de ses nouvelles. Au fil des saisons, nous avons eu droit à des scènes et à des épisodes pépites qui ont fait la renommée de la série. Laisse-moi t'en citer quelques-uns et quelques-unes, sans ordre spécifique, parce que je ne peux pas choisir, c'est trop m'en demander. Et si j'en ai oublié, dis-le moi en commentaire, parce que je sais que j'en ai oublié. La scène où Al a un TDAH, il a une mission, remplacer une ampoule, mais il finit sous le capot. Al, tu as remplacé l'ampoule dans la cuisine? Et d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? La fameuse scène où Dewey, à son anniv, dit « Alors, tu t'amuses, mon bonhomme ?» Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. L'épisode où Dewey raconte à Jimmy qu'ils sont secrètement riches. L'épisode de la vieille nounou et Dewey. Et j'ai d'ailleurs une anecdote sur ça. Initialement, ça ne devait pas se terminer ainsi. Il devait y avoir un cliffhanger de zinzin. La nounou devait tomber amoureuse de Dewey, le kidnapper, teindre en blond et l'amener jusqu'à la frontière mexicaine. Heureusement que la chaîne a dit « Hell to the no !» Parce que la vie, c'est quoi ça? Non, heureusement. L'épisode quand Al entend et se voit en plusieurs fois, la folie, ce mec, j'adore. L'épisode du bowling appelé Pile et Face, utilisant le concept d'un double point de vue, c'est juste couillu parce que personne ne l'avait fait auparavant. Again. Surtout pour une sitcom, je tiens à le préciser. Todd Holland et le scénariste ont même reçu un Emmy chacun pour cet épisode en question. L'épisode où Lois se venge des bullies de Reese, un des meilleurs dans mon livre. L'épisode où Al est à 2 doigts de partir en prison car il s'est fait piéger par son taf et le seul truc qui l'a sauvé, c'est qu'il ne soit jamais parti au boulot un seul vendredi de sa vie. Je le comprends mieux que quiconque. L'épisode dans la famille aisée de Al qui se finit avec la voiture de golf dans la piscine. L'épisode où Al devient champion de la marche. Avec cet accoutrement, on s'en rappellera jusqu'à la fin. L'épisode où Reese lit le journal intime de sa mère quand elle était ado. L'épisode où Lois imagine que ses garçons sont des filles dans un univers alternatif. Cette idée vient de la nièce d'une des costumières de la série, seulement âgée de 11 ans, qui a proposé un script complet de 2 pages à Boomer. Ce dernier a adoré, l'a fait et l'a même crédité. Tu vois, c'est aussi simple que ça, Levinson. L'épisode où Lois a tort, mais finalement elle a raison et ne doit jamais le découvrir. L'épisode du vol des dons d'une église. En fait, niveau bêtise, quand tu penses qu'ils ne peuvent pas faire pire, bah ils arrivent à toucher le sous-sol de l'enfer. Poupi, poupi, poupilipou. Est-ce que je dois en rajouter plus hein? Poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et évidemment l'épisode où Al enseigne à Malcolm comment faire du roller. Un épisode iconique. Au fil des saisons, tout le monde grandit à sa façon et à son rythme. Même Reese, qui est un cas désespéré, a tout de même un talent. C'est un virtuose de la cuisine. Francis finit comme son père avec un job sans avenir, mais venant de lui, c'est un exploit qu'on peut applaudir. Et Dewey reste le meilleur. GG mon gars. Jamie, le petit nouveau de la famille depuis la saison 5, a un seul rôle, foutre la merde tout en étant le plus mimi. Al et Lois restent fous amoureux, ça ne bouge pas. Et bien qu'il soit chiant, Malcolm reste attendrissant et on veut le voir gagner. Vu que c'est un enfant doué d'une intelligence hors du commun qui a vécu dans la misère, sa destinée est de devenir le président des États-Unis. Ensuite, tu seras gouverneur d'un État et tu deviendras président. De quoi? Des États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, il doit passer par la case difficile et épuisante de taffer en tant que gardien, tout en étudiant dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Pour la dernière scène filmée, celle où il se retrouve couvert de crasse, tout le monde, même d'anciens acteurs, toute personne qui a travaillé sur le projet depuis 7 ans,
tout le monde a répondu présent. C'était la dernière scène de Frankie et une prise a suffi. Il était tellement sous l'émotion, à vrai dire eux tous, que cette émotion marchait parfaitement pour cette scène en l'occurrence. La magie de cette scène ne venait pas que de l'acting. Quand Linwood a dit couper, tout le monde a applaudi et pleuré. C'était des larmes de joie après avoir vécu tout ça. Après 7 saisons et 151 épisodes, le clap de fin retentit sur le plateau de Malcolm. 7 millions de téléspectateurs états-uniens ont assisté au final. Mais comment ça se fait qu'on passe de 22 millions à 7 millions de téléspectateurs? Que s'est-il passé? Et surtout, pourquoi la série s'est réellement arrêtée? Avec le temps, les audiences ont drastiquement baissé. En 2000, Malcolm était la série phare de Fox et l'une des plus populaires avec une première saison à plus de 15 millions de téléspectateurs en moyenne. Mais en 2007, elle n'est plus qu'une arrière-pensée, réunissant 3 à 4 millions de personnes devant leur écran. Les audiences ont baissé à partir du moment où la Fox a décidé de changer le créneau horaire de diffusion. De base, la série était diffusée le dimanche à 20h30, puis à 21h, puis à 19h30 pendant 6 ans. Après 6 années de rendez-vous dominical, la Fox a décidé de reléguer la série au vendredi soir à 20h30. Et face à une concu trop rude, seulement 5 millions de fans en moyenne regardent la saison 6. Le problème, c'est aussi les gens, car les vendredis soirs, ils ne sont pas forcément devant leur télé, alors que dimanche, beaucoup plus. Et peut-être aussi, le peuple était tout simplement fatigué de la série. Les enfants ont perdu de leur charme d'enfant, Malcolm pouvait paraître snob à la longue et trop anxieux. Il était même de plus en plus difficile de s'identifier à lui. Il était devenu un ado narcissique et pessimiste, comme dans le jeu aux airs des Sims auquel il jouait plus jeune. C'est comme s'il n'évoluait pas et n'apprenait pas de ses erreurs. Je ne sais pas si c'est l'une des raisons qui a fait que la série fut annulée ou qui a fait que les gens ont moins regardé la série, mais ça a pu peser dans la balance. De plus, dès la saison 6, Linwood n'était plus le superviseur général, mais il est devenu simple consultant. Il est néanmoins revenu réaliser 2-3 épisodes, dont le dernier épisode, du coup, ça a pu aussi jouer. Par ailleurs, il était temps pour Malcolm de grandir et de vivre sa vie d'adulte loin de sa famille. Alors que la série repose quand même sur Malcolm et la dynamique qu'il a avec sa famille. Donc bon, ça ne paraissait pas logique de continuer ainsi. Et je pense que c'est d'un commun accord que la Fox et Linwood décident de terminer la série de cette façon. Moment random fun fact! Passons à ma partie préférée, les anecdotes et fun facts que j'ai pu trouver par-ci par-là entourant la série et que je te balance comme ça dans le faciès sans contexte. Chaque épisode coûtait en moyenne 1,3 million de dollars à produire alors que pour des sitcoms classiques, c'était de 700 à 900 000 dollars. Dû au fait que la série fut filmée avec des techniques de cinéma qui coûtent plus cher. Et une saison représentait 9 mois de tournage dans l'année. La maison de Malcolm existe, ou enfin, elle existait vraiment. L'extérieur était situé au 12 334 rue Cantura à Studio City, en Californie. Elle fut construite en 1936 et louée entre 3 000 et 4 000 dollars la journée. Elle a depuis été vendue pour 250 000 dollars, puis détruite et remplacée. Les propriétaires n'avaient rien à battre de la série, ça se voit. Cependant, pour tourner les scènes d'intérieur, tout a été tourné au Studio 21, au CBS Studio Center. Le bordel, c'était fait exprès, mais genre, c'était un vrai bordel. Et si les gens laissaient des miettes, laissaient des trucs, voilà, fallait laisser. Ça faisait partie du vrai bordel. Brian a vraiment fait la choré en patin à roulette, mais il n'a pas fait la totalité. Pour ce faire, il a dû prendre des cours, et ce, pendant quelques semaines. Alors que pour Frankie, c'était du gâteau, car il savait en faire. Le plus dur, c'était de prétendre de ne pas savoir. Brian a vraiment eu plus de 10 000 abeilles sur lui pour une scène. Et la scène où il se fait raser par Lois, c'est pas son dos, mais celui de quelqu'un d'autre. De plus, il s'est bien recouvert de peinture bleue et a vraiment bouffé son mélange dégueu là. Ouais. Ah, il y va à fond. Jen Kaczmarek tomba réellement enceinte lors du tournage de la saison 4. Les scénaristes ont donc fait le choix d'incorporer la grossesse de l'actrice dans la série. Ainsi, Jamie est née. Pour interpréter Jamie, ils ont fait appel à une paire de jumeaux, James et Lucas Rodriguez. Et pourquoi des jumeaux? Car selon la loi américaine, un enfant n'a le droit de travailler que quelques petites minutes par jour. Et 2 jumeaux permettent alors de doubler ce temps de tournage. Et so, Sir Olsen et aux frères Sprouse.
Une théorie à l'ancienne circulait comme quoi Hal et Walter White sont une et même personne. Afin de faire un clin d'œil à ça, dans un DVD de Breaking Bad, il y a un bonus ou une fin alternative où Hal se réveille en sursaut aux côtés de Lois et on découvre que Walter White n'était le fruit que de l'imagination de Hal. La série a gagné en tout 7 Emmy Awards et 1 Grammy pour le générique de Boss of Me du groupe They Might Be Giants. Parlons un peu du générique, tiens, cette ode à l'immaturité. Quand le générique a été commandé, il n'y avait pas beaucoup d'images de la série. Donc, fallait s'adapter et remplir en utilisant des images random, peu chères ou libres de droit. Linwood voulait des images où tout le monde se tabassait, car enfant, il se souvenait qu'il se battait constamment avec ses frères. Pardon, j'ai la flemme, je vais pas te citer tous les extraits ici, mais en voici quelques-uns. Il y a 2 images venant du même film, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Il y a également 2 extraits venant de l'anime Nazca. Le skieur en flammes sautant d'une montagne provient du documentaire Color of Skiing. Une des vidéos vient d'un vrai combat de boxe de 1982 entre Pedro Cardenas vs Willie DeWitt et qui a accidentellement mis KO l'arbitre. Et 6 des 11 courts extraits sont tirés de films datant des années 50, 60 ou même 80. À partir de la saison 6, on peut remarquer qu'il y a de moins en moins d'apparitions de la part de Francis. De base, il apparaissait au moins une fois par épisode, enfin presque. Mais à partir de la saison 6, il est apparu dans 6 épisodes et dans la saison 7, dans seulement 4. La raison? En fait, il y en a plusieurs. Il voulait aller chercher d'autres rôles à côté et voulait commencer à diriger, ce qu'il a fait le temps d'un épisode pour Malcolm. De plus, l'acteur qui joue Otto commençait à être gravement malade. Bryan Cranston a dirigé en tout 7 épisodes. Lester Spigg a joué dans Ma famille d'abord, Brenda Strong dans Desperate Housewives et Christopher Masterson dans That 70's Show. Par conséquent, Malcolm a un lien avec ces 3 séries que j'ai déjà traitées ou que je vais traiter. La mère de Stevie est la maîtresse de Malcolm dans le premier épisode. Il y a une raison derrière le divorce des parents de Stevie, c'est parce que l'actrice qui joue la mère de Stevie jouait aussi dans une autre série en même temps, Alias. Pour info, l'interprète de Stevie Kenarban n'est pas réellement handicapée ni asthmatique. La prof de Malcolm n'est plus là car elle devait devenir méchante, stricte et sombre. En fait, elle devait être l'antagoniste de la saison. Le nouveau prof Lionel Urquabe devait carrément être bienveillant et devait aider à évincer cette prof. L'actrice n'a pas apprécié et n'a pas accepté. On connaît le visage de la petite amie sans visage de Malcolm. Celle qui l'interprétait est créditée sous le nom d'Alessandra Torrisani. Plus tard, elle a joué un autre flirt du petit génie. Certes, ce n'est pas le même rôle, mais au moins on a son visage au cas où ce mystère t'empêchait à dormir la nuit. Justin Berfield, Bryan Cranston et Eric Sullivan sont les seuls acteurs à apparaître dans chaque épisode. Et pas Frankie Muniz bizarrement. Le prénom Malcolm vient de Rusty Malcolm, un pilote de course automobile fictif de NASCAR. Mais la réalité l'a rattrapé car Frankie Muniz est devenu en 2023 un pilote automobile officiel de NASCAR. Martin Sponger, qui avait auditionné pour le rôle de Malcolm, et Vincent Barry pour celui de Reese apparaissent dans le premier épisode de la série dans des rôles secondaires. Eric Sullivan et Frankie Muniz étaient voisins dans la vraie vie. Frankie Muniz adorait qu'on le reconnaisse dans la rue plus jeune, car il sait de cette manière qui regardait la série. Contrairement à Justin Berfield qui n'aimait pas trop ça. Genre, il était pas fan du concept. Maintenant, tu sais que Malcolm a été une série précurseur. Mais je pense que tu sais pas à quel point. The Office, Modern Family, 30 Rock, Arrested Development ou même The Bernie Mac Show sont toutes des séries inspirées de Malcolm d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que Malcolm a inspiré ses séries à n'utiliser qu'une seule caméra et à ne pas utiliser le rire préenregistré. Linwood fait une apparition dans le tout dernier épisode de la série. Ce n'est pas le seul à faire une petite apparition. Christina Ricci, Susan Sarandon, Bradley Whitford, le mari de Jane à ce moment-là, Emma Stone, Octavia Spencer, Dakota Fanning, Daniel Panabaker, Janet McCurdy, Christopher Lloyd, George Takei, Jason Alexander, Magic Johnson, Kat Graham, Heidi Klum ou même Hayden Panettiere ont tous passé une tête, mais en réalité, la liste est beaucoup plus longue que ça. Après avoir joué dans la série, que sont devenus tous les interprètes de la famille la plus déjantée des années 2000?
Commençons par Madame Jane Kaczmarek. Aujourd'hui âgée de 70 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas chômé, la petite dame. Elle a prêté sa voix le temps de quelques épisodes pour Les Simpsons, puis après la fin de la série, elle a joué dans The Middle, Big Bang Theory, New York Unité Spéciale, This Is Us, Phineas et Ferb ou même Mixed-ish. Elle a également joué dans beaucoup de pièces de théâtre, c'est vraiment son dada. Elle était mariée à l'acteur Bradley Whitford depuis 1992 et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Cependant, après 17 ans de mariage, ils décident de divorcer en 2009. Elle se marie ensuite en 2025 à Rusty Lang, son amour de jeunesse. Elle a fondé l'association caritative Clothes Off Our Back avec son ex-mari en 2002. Qui organise des ventes aux enchères de vêtements de célébrités en ligne afin de reverser les recettes à des associations caritatives pour enfants. Il est temps de parler de notre star. Je parle bien évidemment de Bryan Cranston. Du haut de ses 70 balais, on ne le présente plus. Mais je vais quand même le faire. Le rôle de Hal lui a fait ouvrir pas mal de portes, dont celle de l'excellence. Et c'est totalement mérité. Aujourd'hui, il a un CV tremble tellement c'est un monstre. Il nous a montré une palette de son karaté exceptionnel en jouant Walter White dans Breaking Bad. Il a su s'extirper avec brio du typecast du rôle de l'individu loufoque car il a su et pu prouver qu'il avait sous le manteau un arsenal de jeux foudroyant. Il a atteint le sommet, tout ça pour voler après. Il a joué dans Better Call Saul, Your Honor, 30 Rock, How I Met Your Mother, Little Miss Sunshine, Contagion, Argo, Godzilla, John Carter, Trumbo, Sous un autre jour qui est l'adaptation d'Intouchable aux USA, Drive, Total Recall, Power Rangers le film qui est un joli clin d'œil à son passé, et il a prêté sa voix dans Lilo & Stitch, la série, American Dad, Family Guy, Les Simpsons, Archer, Madagascar 3 et Kung Fu Panda 3 et 4. Enfin, le gars est juste un monument télévisuel et du ciné. Il aime aussi passer derrière la caméra comme via Malcolm ou même d'autres séries telles que Modern Family ou The Office. Il est également passé par Broadway avec All the Way, par exemple. Mais au final, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? En tout, il a 7 Emmy, 2 Tony et 1 Golden Globes. De 1977 à 82, il fut marié à Mickey Middleton. Puis, il rencontra sa femme, Robin Dearden, actrice également, sur le tournage de la série Airwolf en 1886. En 1886? Non, en 1986. Ils se marièrent en 89. C'est une relation qui dure depuis et ensemble, ils eurent Taylor Dearden Cranston, qui est aussi actrice. Après le succès de Breaking Bad, Cranston a été submergé d'offres d'emploi. Tout le monde le voulait. Pour faire le tri, il a alors mis au point un système de notation chiffrée qu'il a baptisé l'échelle d'évaluation des projets de Cranston. Mais qu'est-ce qui était pris en compte dans le total? Le réalisateur, le scénario, l'histoire, le casting et le rôle. Une bonne histoire comptait le plus avec 10 points, tandis que le casting n'en valait que 2. Et si le total était de 17 ou plus, Cranston acceptait le rôle. Par exemple, Argo a obtenu 28 points et Godzilla en a obtenu 20. Ouais. Passons à celui qui a joué Francis, Christopher Masterson, âgé de 46 ans aujourd'hui. Il a joué dans Scary Movie 2, Wuthering Heights et That 70 Show. Il était à 2 doigts d'être Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Puis il a joué dans White Collar ou FBI, duo très spécial que j'aimais beaucoup. Genre j'ai saigné cette série. À partir de 2019, plus rien ne se passe pour lui côté acting. Parce qu'en réalité, il a refait sa vie. Il s'est détourné du cinéma pour se consacrer à la musique, s'imposant comme DJ sous le nom de Chris Kennedy, Kennedy étant son deuxième prénom. Il se produit régulièrement dans diverses salles, notamment au Studio Paris à Chicago. Niveau relation, il a été en couple avec l'actrice Laura Prepon, celle qui a joué dans That 70 Show, de 1999 à 2007. Et en 2019, Masterson a épousé l'actrice Yolanda Pecoraro et en avril 2021, elle a donné naissance à leur fille. Cependant, je suis obligée de parler de l'éléphant dans la pièce. Son horrible frère. De base, j'avoue, j'allais dire que ouais, son frère, le criminel, pas lui, c'est clair. Mais évidemment, j'ai dû creuser et j'ai découvert certaines choses que je dois te partager. Je peux pas découvrir des choses ignobles et les garder pour moi. Bah non. On n'est pas là que pour rigoler. Bah, en creusant un petit peu plus, j'ai découvert qu'il avait soutenu son frère
Pour les gens un peu perdus, son frère, c'est Danny Masterson, une des stars de la série That 70 Show. Et je vais évidemment en faire une vidéo, t'inquiète même pas, abonne-toi, on se sait. Mais ce gars-là, il avait 2 femmes et pourrit actuellement en prison, et ceci pour les 30 années à venir. Et comment Christopher a défendu son frère? En étant à ses côtés pendant le jugement jusqu'à la sentence. De surcroît, il a écrit une lettre de référence au juge pour le défendre. Et c'est pas fini! Non, c'est pas fini. Parce que Danny Masterson est un scientologue. Ouais, en fait, j'ai l'impression que dès que je parle de scientologie, je parle de Danny Masterson. Même dans ma vidéo sur Desperate Housewives, je t'avais parlé des liens qu'Eva Longoria avait avec la scientologie via Danny Masterson. Il est partout. Ce gars, il est partout. Danny Masterson est un scientologue notoire, mais à Skip, Christopher aussi. En fait, tous les Masterson le sont, ou au moins l'ont été, car ils ont été élevés dedans. Genre, ils ont baigné dedans. Leurs parents, c'était des scientologues. Pour info, la scientologie a délibérément couvert les crimes de Danny pendant des décennies et l'ont jeté dès qu'il a été jugé coupable. C'est ce genre de secte. Quand je découvre ce genre d'infos, je ne suis pas surprise. On n'est pas surpris. Non, je suis juste dégoûtée. Et j'ai besoin de partager mes trouvailles dégoûtantes. Voilà, pour pas être dégoûtée toute seule. Ma chaîne aussi, elle sert à ça, hein. Ah, sorry. En fait, c'est ça le fait d'être curieux. C'est ça le fait de creuser. Tu découvres des trucs. Trucs vraiment. Que fait Justin Berfield de nos jours? Il a 40 ans, il a joué dans Kim Possible et Mes parents sont magiques. Après la série, il a préféré se concentrer sur la production, même s'il a joué dans 2-3 projets tout de même. En 2004, il fonde avec l'entrepreneur Jason Feltz J2 TV ou J2 Pictures, et en 2005, leur société a produit l'émission de télé-réalité Filthy Rich, diffusée sur E! The Rich a fait découvrir au monde entier certains membres de la célèbre famille Kardashian. C'est donc en partie grâce à la société de production de Berfield que l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires, l'incroyable famille Kardashian, a finalement vu le jour. Je sais pas si on peut le remercier. Je sais pas. En 2010, il est devenu le cofondateur, directeur artistique et producteur de la société Virgin Produced du groupe Virgin, toujours aux côtés de Jason Feltz. Ils ont produit pas mal de films, dont Limitless ou Jobs. Berfield a 2 enfants avec sa femme Lisa Almeida, qu'il a épousée en 2017. Il a tiré sa révérence en tant qu'acteur, sauf pour une exception, et c'est évidemment la suite de Malcolm. Qu'en est-il d'Eric Sullivan qui a su jouer Dewey, notre chouchou, pendant 7 saisons? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas repris son rôle? Pour Malcolm, rien n'a changé. Déjà, il n'a pas fait beaucoup d'apparitions hors Malcolm, à part pour jouer dans Nemo et Arthur et les Minimoys. Depuis la fin de Malcolm, il a disparu petit à petit de nos écrans. Il a joué dans 2 films indépendants et sa dernière apparition date de 2010 quand il avait 18 ans. Depuis, il a pris sa retraite, déserté les plateaux de tournage et les réseaux sociaux en mode ciao les loulous. Bye! Bye! Jamais il n'est venu aux réunions de la série, pourtant il fut tout le temps invité. À partir de 2009, il a étudié à l'université de la Californie du Sud et en 2026, il étudie à l'université d'Harvard. 2-3 photos de lui ont fait le tour d'internet parce qu'on est beaucoup trop curieux de savoir à quoi il ressemble maintenant. Mais vraiment, il est loin des caméras. C'est vraiment 2-3 photos max, après on n'a plus rien. Néanmoins, même s'il est loin des caméras, contrairement aux autres membres du cast, il n'en reste pas moins en contact avec eux. Puisque le peu d'infos qu'on a sur lui et de ce qu'il est devenu, on l'a grâce à sa collègue Jen Kaczmarek. Elle déclara à son sujet « Je sais qu'Eric, qui jouait Dewey, est de retour à l'école. Il s'est spécialisé dans la littérature victorienne. Cet enfant est très intelligent. Il étudie Charles Dickens et il adore ça. Il est heureux, il a pris conscience de son potentiel. » Et elle nous a aussi dévoilé qu'on lui a proposé des sommes colossales pour revenir. Mais nope, ça marche pas, il reviendra pas. Eric se fait tout aussi discret que les jumeaux qui ont joué Jamie. À vrai dire, c'est eux qui le battent à ce petit jeu. Après Malcolm, ils ont joué dans FBI, Portée disparue et puis plus rien. Ils ont disparu pour se consacrer à une vie plus tranquille, loin des caméras. La seule photo récente d'eux, c'est une photo qui date d'une réunion de la série en 2012. C'est tout. Et je peux aussi te dire qu'ils ont 22 ans aujourd'hui. Vraiment, j'ai pas plus sous le manche. Concernant Malcolm, ou Frankie Muniz, la star du programme, est maintenant âgé de 40 ans.
Il a joué dans Big Fat Liar avec Amanda Bynes. Il a accepté le rôle car c'était son crush. Il a joué dans Cody Banks avec Hilary Duff, Zigzag, Les Talons Zébrés avec Hayden Panettiere, Mes parents sont magiques, All That, Esprit criminel, Arrested Development, The Rookie, New Amsterdam et je ne peux pas tous les faire parce que la liste est beaucoup trop longue. Non, il a taffé. Pendant son prime, il était l'un des enfants les mieux payés du monde. Il est passé de $30,000 l'épisode à un salaire à 6 chiffres pour les dernières saisons, soit $120,000 selon certaines sources. En tout, il a gagné plus de $10 millions sans compter les rediffusions à gogo et le merch. À 19 ans, lorsque Malcolm s'achève, l'acteur possédait $40 millions dans son compte bancaire. Mais le truc avec Frankie, c'est qu'il est malin, le lynx. Il faut savoir que depuis toujours, il adore les bagnoles. Donc un jour, Frankie a 16 ans et achète une voiture venant de Fast and Furious. Bryan Cranston, son deuxième père, je le rappelle, voit ça et dit « Mon gars, calmos, fais attention s'il te plaît, Hollywood et l'argent d'Hollywood, ça va vite. » Frankie lui dit au calme « Je l'ai revendu et gagné $40,000 de plus. » Bryan lui répond stupéfait « La prochaine fois, dis-moi quand t'as des opportunités de la sorte, hein ? Là, je joue pas solo. » À 16-17 ans, le petit possédait déjà 38 voitures. Avec le temps, il a su investir intelligemment son argent et il a par exemple investi dans les parkings à LA, ce qui lui a rapporté une fortune. Pendant qu'il tournait Malcolm, en 2005, il devient pilote de course en formation pendant 2 ans. Après Malcolm, il lâche l'acting sans complètement arrêter pour se consacrer à sa vraie passion, la course automobile. Au cours de sa carrière de pilote, il a été pas mal blessé. Il a eu le dos cassé, ses chevilles cassées et 4 côtes cassées. Le risque du métier. Pendant un moment, il se calma un peu sur les courses et devient batteur pour 2 groupes, Yo Hang Up et Kingsfoil. Le gars utilise son libre arbitre à bon escient. Non, c'est doux d'être riche. En 2017, il fait Danser avec les stars. Et c'est là que les rumeurs comme quoi il a tout oublié du tournage de Malcolm apparaissent. Dû à une interview qu'il a fait pour l'émission où il a dit qu'il ne se rappelait pas grand-chose de Malcolm. Et tout le monde a bizarrement compris « Ah, il est amnésique !» Alors que c'est pas ce qu'il a dit. Mais non, il a mis les choses au clair quelques années plus tard. Certes, il ne se rappelle pas de tout, mais il se rappelle quand même d'avoir tourné Malcolm. There's certain memories I do have, and then a lot that I don't remember. I couldn't believe how much or how little I did remember filming. C'est juste qu'il a fait tellement de choses enfants qu'il ne se rappelle pas de détails. Genre, il a fait tellement de tournages enfants. T'as vu sa filmographie que je t'ai dit tout à l'heure, là? Tu peux pas tout te rappeler. Enfant. Déjà, même toi-même, enfant, tu te rappelles pas de tout alors que t'as pas fait grand-chose à côté de Frankie Muniz. Alors lui, j'imagine même pas. Le truc, c'est qu'il souffre aussi de migraines si fortes qui entraînent des pertes de mémoire. Et il a eu 9 commotions cérébrales. Pas qu'en faisant de la course automobile, mais aussi en tant qu'enfant car il faisait beaucoup de sport. Pendant des années, il disait lui-même qu'il faisait des mini-AVC, mais en fait, il fut mal diagnostiqué. C'était des migraines si fortes qui provoquaient pratiquement les mêmes symptômes qu'un AVC. Dû à tout ça, il explique que ce qu'il a vécu durant son enfance et adolescence est un gros flou total. En 2005, il a été fiancé à Jamie Gandhi. En 2008, il se met en couple avec Alicia Turnbow. Mais en 2011, une dispute éclate et a mal tourné. Et les flics furent impliqués. Frankie aurait eu une arme et se l'aurait pointée contre sa tête, mais l'arme n'était pas chargée. De plus, selon TMZ, il aurait agressé sa petite amie. En 2019, il se marie avec la golfeuse pro Paige Price et ensemble, ils ont eu un enfant. Depuis 2021, après une longue pause, il est totalement reparti dans les courses automobiles. Du coup, en 2023, il est devenu pilote de NASCAR. Mais voilà, 20 ans après le dernier clap de fin de la série phénomène des années 2000, toute la clique de Malcolm, ou presque, redébarque sur nos écrans via la mini-série de 4 épisodes Malcolm, rien n'a changé. Qui sera le sujet de ma vidéo Top Chrono mardi prochain. Parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Alors que je sais qu'il est bien trop tard pour ça. Lol. Ouais, j'ai de l'audace. Mais gâté, on se retrouve dans les commentaires pour drop ton petit fun fact, ton petit commentaire, ton petit love, t'as vu? Ou juste pour passer une tête. Et si t'as 10 minutes devant toi, tu peux ensuite aller regarder ma vidéo sur le rebranding de Zara Larsson, tout ça provoqué par des dauphins.
Je t'envoie que du love. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être arrivé jusqu'à là. La vie, tu es le sang. Tu es un tigre, tu es un monstre, tu es un pain, tu es la boulangerie, tu es un vaillant, tu es le dragon, tu es le papillon de lumière, tu es le saint. Cordialement, Tendo.